Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble les drivers du rallye qu'a connu Bitcoin sur le dernier mois. En un mois, Bitcoin qui a récupéré 18% de sa valeur, ou en tout cas fait un bond de 18%. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Ovion. Bonjour Laurent Ovion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur innovation du groupe DLPK. Alors on a vu entre début octobre et début novembre, c'était peut-être pas tout à fait au début du mois d'octobre, mais quelques jours après, un Bitcoin qui a clairement fait un bond, on peut le dire ainsi. Je regardais les niveaux, on est passé d'un niveau aux alentours de 25 000 $ à un niveau qui est actuellement aux alentours de 32 000 $. Il est même monté un petit peu au-dessus, puis il est redescendu dernièrement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce rallye Bitcoin, voire rallye crypto, Laurent Ovion ? Alors, il y a plusieurs explications. Effectivement, le Bitcoin, si on prolonge un petit peu et qu'on regarde sur l'ensemble de l'année, donc c'est à peu près 20% de gains sur le mois d'octobre, Bitcoin a doublé depuis le début de l'année, donc on est sur une impulsion haussière qui est quand même extrêmement forte depuis le début de l'année, et Bitcoin, comme à son habitude, tire avec lui l'ensemble du marché des cryptos, ce qu'on appelle les altcoins, et la capitalisation totale qui est passée pratiquement, on était au plus bas, on était à 650 milliards de dollars, et aujourd'hui on est à 1,3 milliard, donc ça a effectivement doublé, donc c'est l'ensemble du marché qui a doublé, drivé par Bitcoin, et Bitcoin reste quand même la grosse locomotive, puisque représente aujourd'hui un peu plus de 50% de la capitalisation totale des actifs numériques. Alors, donc une tendance haussière depuis le début de l'année, mais quand même un rallye à court terme sur le dernier mois. C'est vrai que là, sur le dernier mois, et forcément, quand vous faites 20% de 25 000, c'est pas la même chose que quand vous faites 20% de 15 000. Bien sûr, la hausse est bien plus importante. Donc, ce rallye de ces derniers mois, il est intéressant à plusieurs égards si on se place du point de vue de la gestion de patrimoine, parce que, à notre sens, au sein de Norcia et du groupe DLPK, c'est un rallye qui est basé sur des fondamentaux économiques forts. Je parle de Bitcoin, je ne parle pas nécessairement du reste. Et ces fondamentaux, il faut aller les regarder du côté des États-Unis et de la liste d'attente qui s'allonge de plus en plus sur des institutions financières, et pas des moindres, puisqu'on parle quand même de BlackRock et on parle d'institutions financières très importantes aux États-Unis, qui toutes veulent obtenir la licence et l'agrément pour proposer des ETF spot à l'ensemble de leurs clients. Alors, un ETF spot, c'est ce qui permettra de loger du Bitcoin, par exemple, dans les fonds de pension américains. Je vous laisse imaginer le potentiel et que ça représente en termes d'investissement. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Il existe des ETF sur les cryptos, notamment sur Bitcoin, mais pas des ETF spot, donc qui valorisent en temps réel, en lien avec le sous-jacent Bitcoin. Alors, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il existe des ETP, des ETF futurs, etc. Donc, c'est possible aujourd'hui d'investir sur Bitcoin, sur d'autres actifs numériques, au travers de sous-jacents qu'on va dire traditionnels, principalement du compte-titre. Mais par exemple, si on regarde en France, vous ne pouvez pas aller sur de l'assurance vie, vous ne pouvez pas aller sur du PER, vous ne pouvez pas aller sur de l'épargne salariale, il y a plein de supports financiers et d'enveloppes fiscales qui sont interdites à Bitcoin et à ce type de produit. Donc cette liste s'allonge, et au-delà de cette liste, on sent aussi qu'aux États-Unis notamment, le travail de la SEC qui a toujours essayé de repousser pour des arguments qui s'avèrent de plus en plus fallacieux, enfin en tout cas qui sont compris comme étant fallacieux par les politiques, par un certain nombre d'analystes. On voit que la SEC est un peu dans ses retranchements, un peu dans le coin du ring. Elle essaye de donner 2-3 coups, mais voilà, le marché se dit que fatalement, la SEC finira par donner son accord. Et là, si un accord est donné, mais ce sont des milliards, si ce n'est des dizaines de milliards de dollars qui vont venir gonfler la demande en Bitcoin. Alors, Qui pourrait, parlons-en en conditionnel, mais qui pourrait. Mais alors, ceci dit, qui pourrait, mais quand on regarde en France, l'intérêt au travers de l'étude de la DAN qui est sortie en début d'année, je crois qu'on avait plus de 30% des Français qui s'intéressent aux actifs numériques et qui se disaient prêts à changer de banque si jamais leur institution financière ne leur proposait pas d'investissement. Et donc, en fait, le calcul, entre guillemets, c'est de se dire, si jamais ça devient plus facile d'investir en Bitcoin ou autre, parce que c'est accessible au travers d'ETF qu'on pourrait avoir dans des fonds de pension ou autres, ça viendrait gonfler les investissements et donc potentiellement continuer à faire gonfler la valeur. Mécaniquement, on anticipe, je suis d'accord avec vous, ce sont des anticipations, mais c'est aussi le principe des marchés financiers. Bien sûr, Et c'est en ça que je dis qu'on revient à des logiques un peu plus fondamentales par rapport au marché traditionnel. Donc oui, il y a une anticipation d'une forte pression acheteuse, et les investisseurs un peu avertis et aguerris sur Bitcoin se disent, oui, ça veut dire qu'on pourrait
imaginer une année 2024 tout aussi intéressante et donc aller chercher encore une fois des multiples sur Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies. C'est intéressant parce que si on caricature un peu, on a pu voir quand même le cours du Bitcoin évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'émergence des plateformes d'investissement direct en Bitcoin dans un premier temps et notamment à la fin de l'année dernière. Et là, finalement, ça revient par le côté des ETF et donc des investissements plus traditionnels quelque part. Exactement. Et ce qui est aussi rassurant en termes de fondamental, encore une fois, pour Bitcoin et pour l'ensemble ce qu'on appelle les altcoins et l'ensemble du marché Web3, c'est que parallèlement à cette pression, etc., vous avez une réglementation qui évolue. Bien sûr. Et qui se renforce. Alors, après, on peut discuter, on l'avait fait la dernière fois de la réglementation, mais au moins, en Europe, on voit, en Asie, ça se développe également, et on voit également aux États-Unis que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire que là où la SEC avait dit, OK, c'est un peu, allez-y, faites, et puis on verra a posteriori. On décidera après. Les choses commencent quand même à se normaliser. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les établissements financiers français, par exemple, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, au moment de la loi Pacte, au moment de l'émergence des PSAN, il y avait encore ce regard un peu sceptique en disant « Ok, mais ça n'est qu'un enregistrement, ce sont des petites structures, il y a peu de recul. » Il y avait encore un certain nombre d'excuses. Aujourd'hui, vous avez l'enregistrement qui existe, vous avez l'agrément. SG Forge a été le premier acteur en France agréé. Donc SG Forge, certes, ça n'est pas la Société Générale, mais enfin quand même, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt dans ces établissements financiers-là. Et vous avez des acteurs qui ont 3-4 ans de plus. Je pense à des acteurs comme Conhouse, je pense à des acteurs comme Meria, je pense à des acteurs comme Pemium, qui sont présents en France, qui sont français et qui développent des activités et qui, du coup, se dirigeant vers l'agrément, ont un regard un petit peu plus intéressé. Et en tout cas, en termes de partenariat ou développement de stratégie, qu'elle soit commerciale ou technique, les institutions financières s'y intéressent de très près. Et puis vous avez aussi KCIS. C'est pas rien KCIS en termes de dépositaire, qui est devenu PSAN également. Donc ça veut dire que les établissements financiers traditionnels s'intéressent eux aussi à ces actifs numériques-là. Et au final, ça recréera de la pression acheteuse nécessairement, parce que si elles s'y intéressent, c'est pour pouvoir servir leurs clients. Un mot pour finir. Avant effectivement de voir potentiellement ces ETF donc spot arriver des États-Unis, il existe des fonds en France, des fonds portés par des organismes financiers traditionnels, mais investis en crypto-monnaie. Eux aussi bénéficient du rallye depuis le début de l'année ? Alors, j'ai regardé plus précisément avant de venir. Alors, quand on parle de fonds, effectivement, on peut parler de fonds sectoriels, c'est-à-dire de fonds qui, comme un fonds factoriel, intelligence artificielle, espace, biotechnologie, enfin peu importe, qui vont investir sur les acteurs qui vont bénéficier de l'émergence de ce nouvel secteur d'activité. Donc là, vous retrouvez ces fonds sectoriels, vous les retrouvez chez Rothschild, vous les retrouvez chez BNY, chez Millennium, Tobam également, Financière d'Arbevel, et ce sont des fonds que vous pouvez retrouver chez Norcia, certains dans les contrats d'assurance vie, PER, et la totalité en compte titre. Et ces fonds-là, j'ai regardé depuis le début de l'année. Alors, ceux qui sont les plus on va dire les plus prudents, les plus traditionnels, c'est quand même une performance depuis le début de l'année de plus 20 ou plus 25%. Et on peut aller jusqu'à des plus 60-70% chez Millennium, par exemple, sur l'année. Quand on compare ça au Nasdaq, alors le Nasdaq s'est très bien comporté cette année, mais ça n'est que, entre guillemets, une vingtaine de pourcents. Bien sûr. Je crois que le Dow Jones, c'est avec 3%, le CAC 40, on doit être autour de 8%. Donc on a une surperformance sectorielle sur cette année qui est tout aussi intéressante pour les investisseurs et pour nos amis conseillers en gestion de patrimoine pour leurs clients. On s'arrêtera là-dessus, Laurent Vion, et on rappelle quand même que les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça reste des actifs risqués. Merci beaucoup en tout cas Laurent Vion, directeur innovation au sein du groupe DLPK, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup pour votre invitation, à une prochaine. À une prochaine fois, et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.